Au cœur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, le silence a fini par s'imposer. Pour toute une génération de mineurs et d'ingénieurs français, la trajectoire de la réussite économique n'avait pourtant qu'une seule direction, le Nord et la Lorraine. C'était la promesse d'un emploi stable, d'un salaire capable de couvrir le crédit de la maison, l'achat de la voiture et de laisser un surplus confortable à la fin du mois. Des vagues entières de travailleurs venus d'Auvergne, de Bretagne ou d'Italie ont convergé vers ces territoires d'industrie lourde. Des salaires élevés pour l'époque, une sécurité de l'emploi inégalée et une activité contractuelle massive. Cette région était si prospère qu'elle injectait des flux financiers constants dans les caisses de l'État, pendant que le reste du territoire national dépendait encore des aides à la reconstruction et à l'aménagement. C'était l'accord historique. Un moteur industriel ultra puissant, et le reste des régions françaises arrimées à sa suite pour profiter de l'élan. Puis, les lois du marché et l'épuisement des gisements ont brisé cet accord, en silence, sans faire la une des journaux. Le déclin s'est installé, transformant ces poumons économiques en zones sinistrées, dépendantes des subventions de reconversion. Pourtant, aujourd'hui, un phénomène inverse et tout aussi discret est en train de se produire. Une poignée de territoires oubliés applique exactement la même stratégie de relance par la ressource brute. Des booms miniers de nouvelle génération, des méga-projets énergétiques, des dizaines de milliards d'euros d'investissements neufs et des flux démographiques qui s'inversent enfin. Le plus singulier, c'est que ces dynamiques émergent des zones géographiques que les planificateurs nationaux avaient condamnées à la désertification industrielle. Des départements que les jeunes ont fui pendant 3 générations. L'un de ces territoires développe actuellement un projet énergétique unique, dont la capacité théorique pourrait alimenter à elle seule un quart de la consommation électrique industrielle du pays. Un autre abrite sous son sol presque la totalité des métaux stratégiques que l'industrie technologique mondiale s'arrache, avec l'infrastructure de décarbonation pour les raffiner sur place. Le territoire en tête de ce classement est celui que les économistes considéraient comme le cas le plus désespéré de l'histoire industrielle française. Il détient désormais un gisement stratégique de premier plan, libéré du verrou technologique qui avait causé son abandon initial. 5 territoires. Nous les analysons de la 5e à la première position, et plus l'évaluation progresse, plus la trajectoire de cette bascule structurelle s'avère implacable. Avant de détailler ce décompte, il convient de définir rigoureusement les indicateurs de cette mutation. Ce renouveau ne relève pas d'une tendance superficielle, mais d'une équation économique précise. Le succès historique d'un grand pôle industriel repose sur 4 facteurs constants. Premièrement, une richesse géologique ou énergétique que le marché mondial s'arrache. Deuxièmement, la conversion directe de cette richesse en pouvoir d'achat pour la population locale. Haut salaire et coût de la vie modéré. Troisièmement, un pouvoir d'attraction migratoire massif, mesurable par des soldes positifs continus. Enfin, l'indépendance fiscale, c'est-à-dire la capacité d'un territoire à devenir contributeur net au budget de péréquation nationale au lieu d'en être le bénéficiaire structurel. L'analyse des données macroéconomiques confirme la réalité de ce basculement. À l'échelle nationale, les zones de moyenne montagne et les anciens bassins industriels périphériques ne regroupent qu'un cinquième de la population, mais ils génèrent depuis 2 ans près d'un tiers de la croissance de la valeur ajoutée industrielle du pays. Le centre de gravité économique se déplace vers des zones géographiques longtemps jugées marginales. Retenons ces indicateurs. Ressources stratégiques, emploi qualifié, inversion des flux migratoires, autonomie financière. Entamons le décompte. Numéro 5. Le renouveau du bassin de Chécy-les-Mines et de l'arrière-pays lyonnais. Nous débutons par un secteur géographique que les analyses macroéconomiques récentes classaient parmi les zones à faible dynamisme industriel. Pendant des décennies, la trajectoire des populations locales y était linéaire. Les diplômés quittaient la région pour rejoindre la métropole parisienne ou les grands centres frontaliers. C'était un territoire dépendant des fonds de compensation régionaux et des dotations d'État pour maintenir à flot les services publics essentiels.
Si l'on avait dressé une liste des futurs moteurs de la transition technologique il y a 10 ans, ce secteur n'y aurait pas figuré. Deux facteurs ont inversé la tendance. D'abord, le retour des compétences. Les données du recensement montrent un retournement du solde migratoire, devenu positif pour la première fois en 40 ans. Mais le second facteur est d'ordre purement technologique et géologique. Le territoire s'est positionné pour devenir un nœud d'infrastructures énergétiques et minérales critiques. Le sous-sol abrite le projet d'exploitation de tungstène et de molybdène de la bordure orientale du Massif central. Le tungstène est un métal d'une dureté exceptionnelle, indispensable aux applications militaires avancées et aux outils de forage de haute précision. La production mondiale étant ultra concentrée dans des zones géopolitiques complexes, ce gisement est devenu une priorité de souveraineté nationale. Les investissements initiaux visent l'extraction et le traitement d'une réserve estimée exploitable sur plusieurs décennies, générant des centaines d'emplois directs hautement qualifiés. En combinant la réhabilitation de liaisons ferroviaires lourdes, le déploiement de centrales photovoltaïques au sol de forte puissance pour l'autoconsommation industrielle et la valorisation de minéraux critiques, ce territoire rassemble les composants d'une économie de ressources diversifiées. Il occupe la 5e place, car ce processus est à sa phase initiale d'aménagement. Le pic de production n'est pas encore atteint. C'est une zone d'observation prioritaire. La trajectoire est établie. Ce secteur s'organise pour devenir un pôle d'immigration économique, inversant un demi-siècle de déclin. C'est exactement à ce stade précis que s'amorcent les grandes ruptures industrielles, au moment où la première décision d'infrastructure lourde est validée par les autorités de régulation. Numéro 4. Le complexe géologique et énergétique du massif armoricain et de la péninsule bretonne. Nous nous déplaçons vers un secteur que l'imaginaire collectif associe principalement au tourisme littoral, à la pêche déclinante et à une agriculture agroalimentaire intensive sous forte pression environnementale. Ce que la plupart des analystes n'ont pas anticipé, c'est que cette péninsule rocheuse représente l'une des zones les plus stratégiques pour l'avenir de la souveraineté industrielle européenne. Les données géologiques brutes révèlent une réalité majeure. Sur la nomenclature officielle des métaux critiques essentiels à la transition technologique et à la défense, le sous-sol armoricain recèle des concentrations majeures de lithium, de cobalt, de nickel et de terres rares. Ce ne sont pas des projections théoriques. Le district minier historique possède des réserves de kaolin et de minerais connexes qui contiennent les plus fortes teneurs en lithium rocheux du continent. Alors que les marchés mondiaux se disputent l'accès aux composants des batteries de nouvelle génération, ce territoire est assis sur un coffre-fort minéral de premier ordre. La véritable rupture réside dans la stratégie de valorisation intégrée, mise en œuvre localement. Les autorités régionales et les consortiums industriels ont engagé une simplification radicale des procédures d'autorisation, d'explorer et d'exploiter, réduisant les délais administratifs. Pour attirer les capitaux, plus de 40 compagnies de recherche géologique opèrent désormais des campagnes de forage systématiques sur les failles sédimentaires de la région. Mais l'extraction minière ne représente que la moitié de l'équation. Pour faire fonctionner des usines de raffinage et de conversion de métaux sans détruire le bilan carbone des produits finis, une source d'énergie massive, décarbonée et à bas coût est indispensable. C'est ici que s'active l'atout structurel de la façade ouest européenne. Un réseau interconnecté alimenté par les parcs éoliens marins de nouvelle génération et le socle nucléaire de l'Ouest. Cette convergence immédiate entre la ressource minérale souterraine et l'électricité verte en tête de ligne constitue un avantage industriel exceptionnel à l'échelle internationale. À cela s'ajoute une infrastructure logistique maritime sous-estimée. Les ports de commerce en eau profonde de la côte atlantique, connectés directement au réseau ferroviaire lourd, offrent un accès maritime direct vers les grands centres de construction automobile d'Europe du Nord. Ce hub multimodal transforme une péninsule autrefois perçue comme un cul-de-sac géographique en une plateforme d'exportation de matières premières raffinées. Ce territoire s'impose à la 4e place du décompte car les investissements de transformation entrent tout juste dans leur phase industrielle active.
Nous ne parlons pas d'extraction brute, mais de la production des briques technologiques indispensables à l'économie de demain. Numéro 3. La transformation démographique et énergétique de la façade littorale d'Occitanie. Nous atteignons le milieu du décompte avec une région qui a déjà validé la composante la plus complexe du modèle de développement. L'attraction d'une main-d'œuvre qualifiée et le renversement complet de sa dynamique de population. Pendant un demi-siècle, ce grand quart sud-ouest a vu ses forces vives émigrer vers la vallée du Rhône ou l'Île-de-France. Les quelques flux entrants étaient constitués de retraités, stabilisant la démographie, mais accentuant le vieillissement structurel. En l'espace de quelques années, la tendance s'est inversée de façon spectaculaire. Les départements littoraux sont devenus les zones les plus attractives pour les cadres techniques et les jeunes ingénieurs en quête d'un équilibre entre coût du logement et opportunités professionnelles. La région a franchi des seuils de population inédits, se classant aux côtés des pôles économiques les plus dynamiques du continent en termes de solde migratoire net. Les instances de planification régionale prévoient une augmentation de près de 30% de la population active disponible d'ici le milieu du siècle, marquant un basculement complet de la gestion du déclin vers la gestion de l'expansion. C'est l'apparition d'un gisement d'énergie offshore hors norme qui convertit cette attractivité résidentielle en une puissance industrielle de premier ordre. Au large du golfe du Lion, les régimes de vent présentent une régularité et une puissance comparables à celles de la mer du Nord. Le projet d'infrastructure éolienne flottante en cours de déploiement vise l'installation d'une capacité nominale approchant les 40 gigawatts de puissance installée. À pleine capacité, cette infrastructure pourrait couvrir près d'un quart de la demande en électricité des industries lourdes du pays. Le budget global estimé pour ce déploiement à long terme avoisine les 50 milliards d'euros. Bien que ces chiffres représentent des cibles industrielles, et non des unités déjà connectées au réseau, la validation des cadres réglementaires et les premiers raccordements de sous-stations en mer prouvent la viabilité technique de l'opération. L'Occitanie réplique précisément le modèle d'indépendance par la ressource. Elle vend de l'énergie décarbonée aux grands pôles de consommation du nord de l'Europe et de la vallée du Pô. L'écosystème dispose de la main-d'œuvre nécessaire. Il s'agit maintenant de transformer chaque rafale de vent en mégawattheure commercialisable, alors même que les premières contraintes de réseau imposent des choix d'ingénierie critiques. Numéro 2. La puissance souveraine du bassin d'Alsace et du fossé rhénan. À cette position du décompte, nous atteignons un territoire qui ne cherche pas à devenir un moteur de ressources critiques, mais qui occupe déjà cette fonction stratégique dans l'indifférence relative des grands centres urbains. L'Alsace, frontière directe avec la première puissance industrielle du continent, déploie un modèle de performance économique si rigoureux qu'elle surclasse les pôles de croissance historique du pays. Les indicateurs de l'année précédente sont sans ambiguïté. Le secteur de l'extraction et de la valorisation minérale y a enregistré la performance la plus élevée de son histoire moderne, franchissant des seuils de valeur ajoutée inédits. Cette dynamique repose sur deux piliers géologiques majeurs que les industries de pointe s'arrachent à l'échelle mondiale. Le premier est la potasse et les sels minéraux profonds, indispensables à l'industrie chimique lourde et aux filières d'engrais spécialisés haute performance, qui maintiennent le rendement de la grande agriculture continentale. Les infrastructures de transformation régionale centralisent une part critique des flux d'approvisionnement européens. Le second pilier, en accélération rapide, est le lithium de saumure associé à la géothermie profonde du fossé rhénan. Alors que l'Europe réorganise en urgence sa souveraineté énergétique et technologique, la double exploitation de la chaleur terrestre et du lithium dissous dans les nappes hydrothermales profondes propulse la région en tête des zones d'investissement. L'Alsace concentre désormais plus d'un quart des dépenses nationales de développement des ressources minières avancées. Un seul territoire concentre 25% de l'effort industriel national. Ce modèle s'aligne parfaitement sur nos critères rigoureux. Des ressources vitales pour le marché continental. Un taux de chômage structurellement parmi les plus bas du pays.
et une attractivité migratoire qui s'appuie sur l'installation de cadres techniques et de techniciens spécialisés. Le dernier indicateur, celui de l'autonomie fiscale, confirme ce statut d'exception. Ce territoire ne dépend d'aucun mécanisme de solidarité interrégionale. Il est un contributeur net majeur au budget de péréquation de l'État, reversant plus qu'il ne reçoit pour soutenir les régions en déclin. Cette position de force amène d'ailleurs les décideurs locaux à contester régulièrement les modalités de centralisation des recettes fiscales nationales. Une posture caractéristique des régions qui portent l'économie globale sur leurs épaules. Si l'Alsace n'occupe que la 2e place, c'est parce que sa puissance industrielle s'inscrit dans le temps long. La véritable rupture, le cas le plus spectaculaire de transformation radicale, se situe à la première marche de notre décompte. Numéro 1, le retournement historique du bassin minier et de la plaine de la Moselle en Lorraine. Il est indispensable de mesurer l'ampleur de l'improbabilité de cette trajectoire. Pour toute la mémoire industrielle française, la Lorraine incarnait le traumatisme de la désindustrialisation. La fin de la sidérurgie et la fermeture des derniers puits de charbon avaient liquidé des dizaines de milliers d'emplois directs en quelques décennies, provoquant un exode massif des populations. Partir pour survivre était devenu la norme pour des générations de Lorrains. C'était la région symbole de la détresse économique et sociale. Comment ce territoire se retrouve-t-il aujourd'hui au sommet des dynamiques de reconversion par la ressource brute? La réponse tient en un concept. Le gaz de couche et l'hydrogène blanc profond, sous le bassin sédimentaire lorrain, à des profondeurs que les technologies du XXe siècle ne pouvaient exploiter de manière rentable, dorment des réserves massives de gaz de houille et, surtout, le plus grand gisement d'hydrogène natif au monde découvert à ce jour. Les campagnes de certification menées par les géologues confirment la présence de centaines de millions de tonnes de cet hydrogène pur, une ressource stratégique majeure pour la décarbonation de l'industrie lourde mondiale. Ce complexe énergétique en devenir génère déjà des milliards d'euros d'investissement dans les infrastructures de transport et de raffinage, mobilisant des milliers d'emplois hautement technologiques. Grâce à cette ressource unique, la région est en passe d'inverser définitivement sa balance commerciale et de réintégrer le club fermé des territoires d'excellence financière. Mais au-delà de cette richesse géologique, la Lorraine développait également la transition éolienne et la filière hydrogène vert pour exporter de l'énergie propre vers les complexes industriels de la Ruhr et de la Sarre. Le modèle est identique. Posséder la ressource que le continent réclame, la transformer sur place et sécuriser l'indépendance financière pour les 50 prochaines années. Le centre de gravité économique européen est en train de pivoter vers ces territoires de l'Est et du Nord que les stratégies hors sol des 30 dernières années avaient choisi d'oublier. La cartographie des forces productives européennes est en train de subir une reconfiguration totale sous l'effet de ces 5 dynamiques territoriales. De la bordure du Massif central aux plaines de la Moselle, en passant par le Massif armoricain, le littoral d'Occitanie et le fossé rhénan, les mêmes lois fondamentales de la géographie et de l'économie se déploient simultanément. Ce réalignement n'a rien d'un accident conjoncturel. Là, il marque l'intersection de 3 forces macroéconomiques majeures qui redéfinissent la valeur des espaces géographiques. Premièrement, le marché continental s'est brutalement rappelé sa dépendance absolue à l'égard des intrants physiques et de l'énergie primaire, qu'il s'agisse de sécurité alimentaire avec les minéraux d'Alsace, de souveraineté technologique avec les métaux stratégiques de l'Ouest, ou de décarbonation lourde avec l'hydrogène profond lorrain. L'industrie moderne exige des flux physiques sécurisés, extraits et transformés au sein de juridictions stables, prévisibles et politiquement alignées. Les territoires dotés de ces infrastructures naturelles deviennent les seuls garants de la continuité industrielle. Deuxièmement, la montée des tensions géopolitiques globales et la multiplication des barrières douanières imposent désormais une relocalisation stricte des capacités de production et d'assemblage à proximité immédiate des gisements de ressources. Les agences de planification de l'État ont ainsi engagé des procédures d'accélération réglementaire pour des projets d'envergure nationale, contournant les verrous administratifs traditionnels
pour rebâtir un appareil extractif et de raffinage sur le sol national. Troisièmement, le modèle économique des 3 dernières décennies, massivement adossé aux services tertiaires métropolitains et à la spéculation immobilière urbaine, donne des signes évidents d'essoufflement structurel. Pendant que les grands centres urbains s'enlisent dans des crises de productivité et des coûts d'infrastructures disproportionnés, ce sont les territoires de ressources et d'énergie lourdes qui portent la croissance de la valeur ajoutée industrielle du pays. Les données chiffrées ne décrivent plus une simple hypothèse, mais un transfert matériel d'activité. La concentration d'un tiers de la croissance industrielle dans ces zones périphériques, qui ne regroupent qu'une fraction minoritaire de la main-d'œuvre nationale, démontre que la productivité réelle s'est déplacée. Si l'on prolonge ces courbes économiques à l'horizon des prochaines décennies, la logique de l'orientation professionnelle et des flux de capitaux change de paradigme. Pendant près d'un demi-siècle, la trajectoire logique pour tout travailleur en quête de haute rémunération et de sécurité consistait à converger vers la métropole parisienne, ou les grands pôles tertiaires du secteur des services. L'avenir immédiat dessine une géographie radicalement différente, où les opportunités de haute technicité, les investissements d'infrastructures les plus massifs et les hausses de salaires réels se concentrent sur une carte que les analystes hors sol avaient cessé de regarder. Les bassins industriels historiques et les zones extractives périphériques ne se contentent pas de compenser le déclin des anciennes industries de main-d'œuvre. Ils établissent les fondations d'un nouveau modèle de souveraineté matérielle. Le moteur central de l'économie nationale n'est plus unique, et les territoires qui rejoignent cette dynamique de puissance sont précisément ceux que les modèles théoriques de la mondialisation tardive n'avaient pas vu venir. L'ancienne hiérarchie des régions s'efface devant le retour des réalités physiques du sous-sol et de l'énergie lourde. Ce bouleversement spatial et technique pose une question fondamentale sur l'organisation même des équilibres intérieurs du pays. La concentration historique du pouvoir économique et financier au sein d'un seul pôle hypercentralisé s'est longtemps appuyée sur l'illusion que la richesse matérielle pouvait s'affranchir des réalités du sol. La résurgence de ces 5 grands complexes industriels et extractifs régionaux vient briser cette certitude, en démontrant que la valeur stratégique brute se situe à la périphérie, là où les infrastructures lourdes transforment la matière et capturent l'énergie. Nous assistons au retour d'un aménagement du territoire dicté par la physique industrielle et la géologie, plutôt que par les flux de la finance dématérialisée. Cette transition modifie profondément le rapport de force entre les régions productrices et les instances centrales de régulation, ouvrant une ère de négociation tendue sur la redistribution de la valeur ajoutée et l'autonomie des choix d'infrastructures. Les dynamiques de population observées dans ces bassins industriels ne relèvent pas d'un simple choix de vie temporaire, mais d'une migration de compétences hautement qualifiées qui s'installent à demeure là où les investissements de long terme se concrétisent. L'arrivée de ces contingents d'ingénieurs, de techniciens spécialisés et de conducteurs de procédés modifie le tissu socio-économique local, créant des pôles de stabilité économique capables de résister aux crises de consommation qui frappent les métropoles. Les territoires qui se croyaient condamnés à n'être que des zones de transition ou des espaces récréatifs pour les populations urbaines s'imposent désormais comme les centres de commandement de la souveraineté matérielle. Cette inversion des rôles redéfinit également le statut de la France sur l'échiquier industriel continental. En réactivant son potentiel minéral profond et en engageant des investissements colossaux dans l'énergie marine et les réseaux lourds, le pays ne se contente pas de viser l'autosuffisance. Il se repositionne comme un exportateur net de sécurité stratégique pour ses voisins européens, notamment pour les grands complexes manufacturiers d'Europe centrale en quête de décarbonation rapide. La réussite de ce modèle repose sur une condition implacable: la capacité à maintenir le rythme de réalisation des infrastructures malgré les contraintes d'approvisionnement et la complexité des verrous techniques industriels. Les investissements projetés se comptent en dizaines de milliards d'euros sur plusieurs décennies, ce qui exige une continuité politique et financière absolue.
imperméable aux fluctuations de court terme des marchés ou des cycles électoraux. Le décompte que nous avons établi montre que le processus est asynchrone. Si certains territoires assemblent encore les premières pièces de leur appareil productif, d'autres enregistrent déjà des performances budgétaires historiques qui valident la pertinence de la stratégie de la ressource. L'analyse objective des indicateurs macroéconomiques ne laisse planer aucun doute sur l'orientation de l'économie globale. La décennie qui s'ouvre ne validera plus les modèles économiques fondés exclusivement sur l'immatériel et l'endettement des services. Le recentrage sur les métaux stratégiques, l'hydrogène profond, la chimie lourde, l'éolien offshore et le nucléaire de nouvelle génération consacrent la revanche des territoires oubliés. L'ancienne trajectoire qui menait invariablement les talents vers les centres urbains tertiaires est désormais concurrencée par cette nouvelle frontière industrielle et énergétique. Le grand déplacement du centre de gravité économique national est en marche, silencieux mais irréversible, guidé par les lois implacables des ressources et de la puissance industrielle retrouvée.